mesdames, messieurs, bonjour. Pour cette deuxième édition de Célébrons les animaux à l'Agora de Guilher, nous vous emmenons aux terres de Natae, le parc animalier, pour vous présenter le métier de soigneur animalier. Quand on arrive, on fait un tour de tous les animaux, voir si tout va bien, si tout le monde va bien, s'il n'y a pas des problèmes au niveau des installations, par exemple une lampe qui a grillé, un système de chauffage qui ne fonctionne pas, des choses comme ça. Donc ça va être les premières choses qu'on va vérifier le matin quand on arrive. On va regarder, on va passer devant chaque terrarium et on va pouvoir procéder au nettoyage. Donc nettoyer les bassins, principalement les bassins où il y a de l'eau, puisque ça va être là où il va y avoir en général plus de travail de nettoyage. Les animaux vont se baigner à l'intérieur, vont le salir, certains vont même faire leurs besoins dans l'eau, donc là il va y avoir besoin d'un nettoyage quotidien, on est obligé de changer l'eau tous les jours. Et également ramasser dans les terrariums soit les excréments, soit les mues quand il y a des serpents qui muent, soit des restes de nourriture quand ce sont des reptiles herbivores. Donc voilà, de façon à ce que tout soit propre, que ça reste sain à l'intérieur de leur environnement, et puis que visuellement aussi ce soit joli et que ce soit esthétique d'un point de vue visiteur également, parce que le but c'est aussi de les présenter dans un joli environnement. Donc là on va faire le nettoyage des bois de Madagascar. Donc on a deux espèces à l'intérieur de ce terrarium, ce sont des espèces originaires de Madagascar comme leur nom l'indique. Donc on a les deux individus qui sont là, plus foncés, qui sont des boas terrestres, et celui qui est dans le bassin qui est plutôt arboricole. Donc là j'ai mis le bassin à vider, là ils ont fait leurs besoins dans le bassin, c'est très souvent avec ces espèces-là. Donc je vais devoir sortir le serpent de son bassin pour pouvoir faire un nettoyage correct avec le produit comme tout à l'heure, tout en m'assurant que ceux-là ne sortent pas trop du terrarium. Voilà, parce qu'ils sont assez actifs, donc je pense qu'ils vont se déplacer un petit peu, essayer de voir ce qui se passe ailleurs. Mais ce sont des animaux avec lesquels on a l'habitude de travailler tous les jours et qui ne sont pas du tout agressifs, donc il n'y a pas de souci. Ils vont juste chercher à se promener un petit peu, mais ils ne sont pas du tout agressifs. Donc je vais déjà sortir le premier qui est dans son bassin. Alors parfois on utilise cet objet qu'on appelle un crochet pour pouvoir déplacer les serpents, tout simplement pour s'assurer qu'on ne les surprenne pas dans leur sommeil. Un serpent, lorsqu'il dort, il n'aura pas les yeux fermés puisqu'il n'a pas de paupières. Donc en fait, s'il dort, on ne le voit pas forcément, visuellement ça ne se voit pas. Donc pour éviter de le surprendre dans son sommeil et éviter du coup une morsure, parce que surprendre un animal dans son sommeil, on peut se faire mordre, ça marche aussi avec un chien ou un chat. Donc on va le prévenir avec cet objet qui est plutôt froid et inerte. Donc pour lui ce sera moins anxiogène que quelque chose de chaud et vivant qui va l'attraper directement, qui pourrait assimiler à un prédateur tout simplement, ou peut-être aussi à une proie, et là provoquer un réflexe de défense ou d'attaque. Donc le crochet va nous servir à ça. Et après généralement une fois que le serpent est en train d'être manipulé, qu'il a été pris au crochet, qu'il est bien éveillé, qu'il est bien conscient qu'on est là et qu'on est en train de le manipuler, là on est sur des individus qui ont l'habitude d'être manipulés, donc on peut les prendre à la main sans aucun souci, il n'y a pas du tout d'agressivité. Lui, comme il est plutôt arboricole, généralement je le mets dans les agrès, ça permet qu'il aille se promener un petit peu en l'air. Alors vous voyez, on voit bien que c'est un serpent qui est arboricole parce que tout de suite son réflexe avec sa queue préhensile, c'est qu'il va serrer un support. Alors il ne fait pas du tout ça pour m'agresser, hein. C'est vraiment un moyen de s'agripper, de s'assurer une prise pour éviter de tomber. Parce que lui il ne sait pas que je ne vais pas le lâcher, hein, donc on ne sait jamais, pour être sûr de ne pas tomber au sol et se faire mal, il va s'assurer une prise tout de suite en s'agrippant. Donc ça c'est vraiment typique des serpents plutôt arboricoles. On ne les sépare pas parce que ce sont deux femelles, mais les boas, quand il y a mâle et femelle, si on ne veut pas de reproduction, on sépare mâle et femelle, puisqu'en fait ils font des bébés directement formés, on dit qu'ils sont vivipares. Donc si on les laisse ensemble, qu'ils s'accouplent et qu'il y a des naissances, on se retrouve avec des naissances et elles sont là, après il faut pouvoir les assumer. Quand on a affaire à des espèces ovipares, comme par exemple les couleuvres ou les pitons, on peut laisser les couples ensemble, laisser faire le cycle de reproduction normal, et par contre si on ne souhaite pas avoir de petits et qu'on ne veut pas faire de naissance, et bien à ce moment-là il suffit simplement de ne pas incuber les œufs. On retire les œufs et on ne les incube pas. Ça laisse les animaux avoir leur cycle de reproduction normal, mais pour autant on gère quand même le nombre de jeunes qu'on souhaite avoir ou pas. Parce que sur des espèces, eh bien, parfois il y en a déjà suffisamment représentés dans les parcs zoologiques, et si on donne naissance à certaines espèces, eh bien, on peut vite se retrouver débordé. Et c'est pas le but. Le but c'est d'avoir après des animaux qui puissent vivre dans de bonnes conditions. Et s'ils sont entassés dans des petits terrariums, c'est pas forcément... Enfin voilà, c'est pas le but quoi. Alors je vais leur laisser à disposition ceci. C'est une toile de jute qui était hier en enrichissement dans le terrarium du chat des sables. Un enrichissement, c'est un objet qu'on met parfois dans l'environnement de l'animal pour attiser sa curiosité et l'occuper un petit peu dans sa journée. Et là en fait cette toile de jute elle est imprégnée de l'odeur du chat des sables, donc du coup je vais la mettre chez les serpents.
Et ça va certainement les intriguer un petit peu. Ils vont venir voir un petit peu ensuite quelle est cette chose qui sent un animal étranger. Alors là, depuis tout à l'heure, je leur parle tout le temps, mais il faut savoir que les serpents sont sourds, ils n'entendent rien. Enfin, ils sont quasiment sourds, en tout cas, ils entendent très très peu, puisqu'ils n'ont pas d'oreille externe. On suppose qu'ils entendent les sons de très basse fréquence, mais en tout cas, ils n'entendent pas les mêmes sons que nous. Donc ils ont une ouïe qui est très 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 limitée, voire quasi inexistante. Par contre, c'est un odorat qui est très très développé. Donc dès qu'on leur met un objet nouveau ou qu'ils sentent quelque chose dans un terrarium, généralement ça va vite les intriguer. Donc là, nous avons un terrarium avec un iguane bleu qui est très sympathique et qui est aussi très curieux, donc il va avoir tendance à venir vers la vitre également, qui s'appelle Miguel. Et donc Miguel, c'est un iguane bleu vraiment très sympathique, il est vraiment très gentil. Il apprécie également le contact avec les soigneurs. Parfois ça arrive que quand on est en train de faire le nettoyage dans le terrarium, il grimpe sur notre dos. Il le fait de lui-même, hein, c'est quelque chose qu'il vient chercher. Et il apprécie qu'on s'occupe de lui, il apprécie les gratouilles. Donc lui, on va lui mettre une gamelle avec des fruits. Donc on lui met en hauteur volontairement pour qu'il ait sa part à lui. Lui, on lui met des fruits tous les jours. Donc il va avoir sa gamelle en hauteur parce que les tortues, par contre, elles ne mangent pas des fruits tous les jours. Et pour éviter que les tortues se goinfrent de fruits qui sont quand même très sucrés et qui vont avoir tendance à facilement les attirer, on met la gamelle en hauteur. Comme ça, lui, l'iguane qui sait grimper, il peut y avoir accès sans souci. Par contre, les tortues, elles n'y auront pas accès. Donc là, on est sur des tortues étoilées de Birmanie. C'est une espèce de tortue terrestre qui est très menacée, qui est en danger critique d'extinction. Là, ce sont des individus qui sont issus d'une saisie, puisque en fait, il y a des personnes qui ont parfois ces animaux-là chez eux illégalement. Comme ce sont des espèces très menacées, c'est très réglementé. Et donc, il faut avoir des autorisations pour avoir ces animaux chez soi et aussi pouvoir certifier de leur origine légale, c'est-à-dire que certifier que ce sont des animaux issus d'élevage et non pas prélevés dans la nature. Quand ce n'est pas le cas, eh bien, les animaux sont parfois saisis par la justice parce qu'on considère que la personne n'a pas respecté la loi. Et donc ces animaux ont été placés ici. Voilà. Et donc nous avons ici un groupe de 7 tortues de Birmanie. Ils vivent en cohabitation avec l'iguane. Ils ne sont pas originaires du même continent, mais vivent dans des milieux qui se rapprochent un petit peu. Et également, la cohabitation se passe très bien puisque ce sont uniquement des reptiles herbivores, donc il n'y a pas de problème de prédation, d'agressivité l'un envers l'autre. Sur la nourriture des animaux, on va rajouter une petite poudre qui est un mélange de calcium et de vitamines pour que l'alimentation des reptiles soit la plus complète possible. Donc là par exemple on est sur des bois de Cuba, donc ça c'est une espèce que nous on a beaucoup d'individus ici qui étaient déjà présents. Hein. Ça fait partie des animaux qui sont en coulisses et qu'on aimerait placer et qui sont difficiles à placer. Donc là dans ce terrarium-là on a 3 femelles et on a évité d'avoir des mâles dans ce terrarium pour justement éviter d'avoir de la reproduction parce qu'on en a déjà suffisamment que nous ne pouvons pas placer. Donc le but c'est pas d'avoir d'autres animaux sur cette espèce-là. Le procédé de la mue, ça permet en fait aux reptiles de pouvoir grandir. Puisqu'en fait les écailles des reptiles sont constituées de kératine. La kératine c'est la même matière que nos ongles, donc c'est quelque chose qui n'est pas extensible. Donc quand l'animal va grandir, cette kératine elle ne peut pas s'étirer, donc en fait ils vont devoir renouveler la couche superficielle de leurs écailles qui est constituée de kératine pour pouvoir grandir avec une couche de kératine plus grande. Donc avec souvent on dit qu'ils changent de peau, donc en fait voilà ils vont renouveler la couche superficielle de leurs écailles. Et donc lorsque cette mue va se préparer, en fait il va y avoir une nouvelle couche d'écailles dans la profondeur de la peau qui va commencer à se fabriquer. Et quand cette nouvelle couche d'écailles va être prête au niveau de la couche superficielle de l'animal, eh bien l'ancienne qui est au-dessus va commencer à se décoller légèrement pour pouvoir être ensuite enlevée par l'animal, donc ce qu'on appelle la mue. Donc cette ancienne couche d'écailles, elle va être séparée de la nouvelle qui est en dessous par une espèce de liquide, de la lymphe notamment. Et c'est pour ça que les serpents qui préparent leur mue vont avoir les yeux qui vont devenir bleutés, parce qu'en fait, sur leurs yeux, ils ont une écaille qu'on appelle la lunette. Et en fait, eh bien, il va y avoir le même processus, il va y avoir l'ancienne écaille de la lunette qui se décolle, le liquide qui se forme en dessous et la nouvelle qui est en dessous. Donc il va y avoir un aspect un peu opaque de l'animal, ils vont avoir une couleur un peu plus terne à ce moment-là à cause de ça, parce que ce qui nous permet de voir la couleur de l'animal, les pigments vont être cachés justement par cette couche de lymphe qui va permettre la mue. Et lorsque le serpent va muer, eh bien, il va frotter par exemple son nez ou sa commissure de lèvres au niveau d'un rocher, d'un morceau de bois. Et en fait la mue va commencer à s'enlever par la tête, donc le dessus, le dessous. Et après ça va s'enlever en doigt de gant, c'est-à-dire à l'envers, hein, comme quand on enlève un gant, ça va s'enlever à l'envers.
Et donc ça va permettre aux reptiles de pouvoir effectuer leur croissance. Mais la mue peut être provoquée par d'autres facteurs. Si par exemple l'animal va avoir une blessure et qu'il est en train de cicatriser, le fait de renouveler justement cette couche d'écailles va aider l'animal à cicatriser. Donc s'il a une blessure, il peut y avoir des mues qui vont être provoquées de façon plus fréquente. Ça peut être le cas par exemple aussi s'ils ont des parasites, des sortes d'acariens qui vont se mettre sur leurs écailles. Ils vont aussi provoquer des mues plus régulièrement pour pouvoir s'en débarrasser. Et ça peut être aussi le cas par exemple en période de reproduction. Les mâles peuvent muer juste avant pour pouvoir avoir une couleur plus vive, plus jolie, parce que quand ils viennent juste de changer de peau, quand ils viennent juste de réaliser leur mue, eh bien en général leur nouvelle couche d'écailles étant plus jolie, eh bien étant toute neuve, eh bien elle va être plus jolie avec des couleurs plus éclatantes. Donc ça va leur permettre aussi d'être un peu plus attirant en période de reproduction. Et chez les femelles, on va aussi avoir ce qu'on appelle une mue de pré-ponte. Donc parfois, juste avant de pondre, elles vont effectuer une mue, et après cette mue, environ une semaine après, par exemple pour certaines espèces, il va y avoir la ponte, puisque la mue peut être aussi en lien avec le système hormonal de l'animal. Donc en période de gestation, une femelle va forcément avoir des hormones qui vont être différentes du reste du temps, et du coup ça va provoquer des mues à des moments différents. Et si par exemple un serpent va réaliser des mues trop fréquemment par rapport à une fréquence normale, ça peut être un symptôme de quelque chose qui ne va pas. Donc soit des acariens, soit un dérèglement hormonal ou autre paramètre qui est dans l'environnement et qui n'est pas bon. Donc ça peut être aussi quelque chose qui va nous attirer notre attention sur quelque chose qui ne va pas. Dans le reptilarium, on a deux mammifères. On a la mangouste fauve qui est ici et le chat des sables. La mangouste fauve, elle est ici parce qu'en fait c'est un vieil individu qui est tout seul. Alors normalement c'est des espèces qui sont plutôt grégaires, mais celle-ci est âgée, elle a 14 ans. Si on la mettait avec deux individus maintenant, ça serait peut-être un peu risqué parce qu'on est sur un vieil animal qui est un peu handicapé, qui a des malformations au niveau des pattes. Elle vit très bien avec, mais si on l'introduisait dans un groupe déjà constitué de mangoustes, il y a des chances qu'elle ne soit pas acceptée et qu'elle se fasse tuer par le groupe. Donc là, il n'y a pas vraiment d'intérêt à essayer de la réintroduire dans un groupe. Donc pour l'instant, elle vit ici. Ce sont des animaux qui ont besoin de chaleur. Donc c'est aussi pour ça qu'on la maintient ici dans le reptilarium. Et comme elle a des malformations au niveau des pattes, un enclos extérieur ne serait pas forcément adapté pour elle parce qu'elle pourrait se blesser. Donc on a choisi de la mettre ici. On avait un terrarium assez grand qui était libre. Donc on a trouvé le bon compromis de la mettre ici pour qu'elle soit au chaud, qu'elle ait un espace adapté pour elle et qu'il soit quand même pas trop restreint parce qu'on a quand même, elle a quand même un petit peu de volume. Et du coup, comme elle est seule, c'est un animal avec lequel on essaye d'avoir des interactions. Tout à l'heure, je l'ai nourri un petit peu à la pince avec ses insectes. Et là, je vais lui mettre un enrichissement. On essaye de lui mettre des enrichissements tous les jours justement pour essayer de la stimuler et qu'elle ne s'ennuie pas trop. Là, je vais lui présenter une espèce de petit podium en bois que j'ai fabriqué sur lequel il va venir mettre ses pattes. Et en fait l'idée c'est qu'il vienne mettre ses pattes dessus et que moi je puisse le toucher un peu avec une pince en plastique, ce qui va permettre de vérifier l'état de ses griffes, parce que comme je vous le disais, en fait des fois il va avoir tendance à pas suffisamment user ses griffes. Donc en fait cet exercice là nous permet de pouvoir suivre l'évolution de ses griffes et de la pousse de ses griffes. Parfois on est obligé quand même de lui faire une coupe nous. Ça malheureusement on n'est pas arrivé sur un entraînement suffisamment perfectionné pour pouvoir lui couper en volontaire, mais déjà le fait de le faire rentrer en caisse en volontaire en entraînement médical, on peut le refaire rentrer en caisse, lui faire respirer la gazeuse pour qu'il s'endorme tout doucement et ensuite pouvoir l'endormir tranquillement pour pouvoir faire la coupe des griffes. Donc ça permet quand même d'être fait de façon beaucoup plus douce que si on devait le capturer grâce à l'entraînement, et l'entraînement nous permet quand même malgré tout de suivre l'évolution des griffes et donc de ne pas avoir à le capturer pour rien. Si on voit que les griffes sont bien, on n'a pas besoin de le capturer. Donc on va pouvoir suivre cette évolution là, et donc du coup quand on fait un entraînement, on va avoir souvent deux outils qui vont être assez récurrents. C'est qu'on va avoir ce qu'on appelle une cible ou une target, parce qu'on utilise beaucoup des termes en anglais quand on fait des entraînements médicaux. Donc cette target, en fait l'animal a appris à venir la toucher ou à rester le nez appuyé dessus pour qu'on puisse garder l'animal en contrôle, c'est-à-dire que en fait, tant que l'animal a la target, il sait qu'il doit rester son nez dessus, et ce qui nous permet par exemple après nous de venir toucher son corps sans qu'il se retourne ou qu'il essaie de nous mordre. Donc ça c'est quelque chose bien sûr qu'on lui apprend sur plusieurs séances, ça se fait pas du jour au lendemain. Au départ cet objet-là, l'animal lui ne veut rien dire, c'est juste qu'il a compris que quand il venait le toucher ou qu'il restait le nez dessus, il avait à avoir une récompense juste derrière. Donc pour lui il a tout intérêt à le faire parce que ça va être quelque chose qui va associer avec quelque chose de positif. Et le deuxième outil qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle un bridge. Donc on va utiliser soit
le clicker, soit le sifflet. Le sifflet, on l'utilise aussi beaucoup. Nous, ici, avec le chat des sables, on utilise le clicker. Et en fait, le clicker, c'est le signal pour dire « Oui, c'était ce que je voulais que tu fasses, donc c'est bon, tu vas avoir ta récompense. » Donc en fait, ça permet d'être très précis dans sa communication avec l'animal. En fait, ça permet de vraiment fixer le moment où ouais, c'est ça que je voulais que tu fasses. Et l'avantage d'utiliser un objet plutôt que de le faire à la voix. On pourrait très bien le faire à la voix, on pourrait dire oui, c'est ça. L'avantage, c'est que d'une personne à l'autre, l'objet va avoir exactement le même son. Le jour où on est enrhumé, on peut avoir une voix qui diffère. Quand on a des masques, des fois, le son passe moins bien. Donc l'avantage de l'objet, c'est que du coup, c'est exactement le même son à chaque fois. Et au moins, c'est vraiment beaucoup plus précis que si on le faisait avec la voix. Bonjour, je m'appelle Elodie, je suis soigneuse herbivore et je m'occupe d'Abari, juste derrière nous, notre mâle hippopotame de 13 ans. J'ai fait à partir de mes 18 ans des stages de soigneur animalier pendant 1 an pour valider mes acquis. Et aujourd'hui, j'ai commencé mon deuxième contrat de soigneur animalier au temps de Nathalie. Alors moi je m'appelle Coralie Leroy, je suis soigneuse animalière au Temps de Nathalie. Je suis sur les secteurs reptilarium et bassin. Et je travaille dans ce parc depuis 2017. Alors j'ai quitté le parcours général après ma 3e et je me suis orientée dans un bac pro dans l'élevage canin et félin pour s'occuper des animaux, pour apprendre les nettoyages, tout ce genre de choses et parce que de base je voulais toujours faire soigner animalier mais peut-être m'orienter dans un plan B dans l'élevage canin félin. Et du coup pendant 3 ans de ma seconde à ma terminale j'ai fait mon bac pro, j'ai eu mon bac pro et à mes 18 ans j'ai fait mon premier stage au zoo de la Flèche en tant que soigneur animalier primaire. Alors pour devenir soigneur animalier, je suis passée d'abord par un parcours agricole. Donc j'ai fait un BTS production animale. Donc j'étais en apprentissage dans une ferme. Et ensuite je suis allée dans une formation adulte. Là c'était à Gramma, au CFA de Gramma, en contrat pro. Et donc j'ai également fait mon contrat pro au parc animalier de Gramma. Alors les qualités d'un soigneur animalier, il y en a beaucoup à avoir. Alors je pense qu'il faut déjà avoir un très bon sens de l'observation. Ça c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'en fait quand on a l'habitude de voir ces animaux, de les voir évoluer, quand on les connaît bien, on se rend compte assez rapidement quand il y a un problème, quand il y a quelque chose qui est anormal. Et ça il faut vraiment avoir l'œil en fait. C'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école, c'est vraiment quelque chose qu'on va acquérir avec l'expérience. Donc ça c'est vraiment une qualité qu'il faut avoir. Il faut être débrouillard en fait, hein, voilà. Il faut savoir faire plein de choses, il faut être touche à tout, il faut être assez polyvalent, il faut savoir bricoler, il faut avoir de la suite dans les idées, il faut savoir s'adapter à des situations un peu imprévisibles parce que parfois ça arrive dans notre métier, ça arrive même très souvent. Et il faut être déterminé et résistant. Résistant, je dirais physiquement et moralement, les deux. Parce que physiquement, forcément, c'est un travail qui est physique. On va beaucoup porter des charges lourdes, notamment quand on porte des brouettes ou des poubelles remplies de fumier. Par exemple, ça va être assez lourd. Quand on va créer des enclos, on va porter des agrès, on va porter des rochers parfois, à la mesure de notre taille. Mais voilà, ça demande quand même un petit peu de force physique et morale également, parce que c'est un métier qui malgré tout est dur moralement. On s'attache forcément aux animaux, donc ça fait partie de notre vie. Et forcément, quand on les voit aller mal, ou quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on voudrait, forcément, moralement, ça nous touche. Donc il faut aussi avoir cette résistance-là pour pouvoir tenir le choc dans ce métier. Non, je suis permanente herbivore, donc je reste tous les herbivores. Je m'occupe de tous les herbivores, presque à part les éléphants qui est un secteur à part. Mais je m'occupe de tous les herbivores de ce parc. Alors au départ on peut être assez polyvalent quand on arrive dans un parc. Parfois on peut être affecté à un secteur en particulier, parfois on peut être beaucoup plus polyvalent. Ça dépend vraiment des structures, comment est-ce qu'elles fonctionnent. Ici moi quand je suis arrivée j'étais assez polyvalente. J'étais d'abord plutôt sur les reptiles, mais j'étais aussi sur toute la partie haute du parc, donc c'est celle où on est actuellement, avec les espèces qui se trouvent autour. Donc je me suis aussi un peu occupée des primates, de la plaine africaine avec les grands herbivores. J'ai fait quelques remplacements aux éléphants aussi, je me suis occupée aussi un petit peu plus de la partie basse à un autre moment, donc j'étais assez polyvalente au départ. Et après, ça c'est une volonté aussi de la direction ici, de resectoriser un petit peu plus pour que vraiment on ait des connaissances qui soient adaptées à des groupes d'espèces. Pour le suivi des animaux notamment, ça peut être plus adapté parce qu'on va avoir une connaissance particulière sur ce groupe d'espèces-là. Donc du coup, comme on n'est pas amené à avoir de tout, on va avoir justement ce sens de l'observation et cette connaissance un peu plus affûtée sur ce groupe d'espèces. Et moi, j'ai toujours eu cette passion pour les animaux aquatiques.
Et donc c'est vrai que quand j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler aussi ici sur le secteur bassin, avec par exemple les phoques, les loutres, les castors, les visons, les manchots, c'était vraiment une opportunité sur laquelle j'ai vraiment sauté parce que voilà, c'était quelque chose qui me plaisait depuis le départ. Et donc, du coup, moi je suis polyvalente sur ces deux secteurs-là. Il y a certains soigneurs qui sont vraiment sur un seul secteur. Et après, il peut y avoir d'autres soigneurs comme moi qui peuvent aller sur plusieurs secteurs. Mais en général, c'est 2 ou 3 au plus, mais pas plus. Sinon, après, ça fait beaucoup d'informations à ingurgiter, à assimiler. Et c'est pas forcément évident non plus pour être vraiment assidu dans chacun des secteurs. Quand on ne l'a pas vu pendant une semaine, se remettre la tête dedans, c'est pas forcément évident. Et dans l'efficacité pour travailler et aussi dans la qualité qu'on va apporter de notre travail vis-à-vis des animaux, c'est peut-être moins optimal. D'être passionné, très très passionné, c'est un métier qui est très beau, on travaille avec des espèces qui sont incroyables, des animaux sauvages, c'est pas des animaux domestiques, il faut quand même le garder en tête, des animaux qui peuvent être dangereux, du plus petit au plus gros, mais de ne pas perdre sa passion, si on est vraiment passionné depuis tout petit, il ne faut pas quitter ce cadre-là, c'est un métier qui est compliqué, parce qu'on arrive très difficilement à faire sa place, mais quand on y arrive, il ne faut pas lâcher, et il faut aussi se dire que 90% de notre temps on nettoie. Donc c'est aussi ça qu'il faut garder en tête, c'est pas des papouilles, des caresses et tout ça pour les animaux. Et après c'est que de l'amusement et d'observation. Soyez passionnés. Alors quelqu'un qui souhaite devenir soigneur animalier, je lui conseillerais de bien se renseigner sur ce métier, de faire au maximum des stages pour se rendre compte de la réalité de ce métier. Parce que c'est un métier qui est un peu idéalisé. Alors oui, c'est un beau métier, on adore faire ce travail. On est au contact des animaux très souvent, enfin tout le temps. On a vraiment une relation privilégiée avec eux, ça c'est vraiment, voilà, ça n'a pas de prix. Mais à côté de ça, c'est un métier qui est dur. Donc comme je le disais tout à l'heure, physiquement, moralement, on passe énormément de temps à faire des nettoyages. Donc au final, le temps d'observation et d'échange avec l'animal, il n'est pas énorme par rapport à la globalité de la journée. Donc c'est un métier qui parfois est un petit peu trop idéalisé, donc quelqu'un qui a envie de faire ce métier, voilà, je l'invite à se renseigner au maximum sur cette profession et faire un maximum de stages dans différentes structures pour vraiment se rendre compte de la réalité du terrain. Donc bonjour, moi c'est Mélanie Grosset. Ici sur le parc, je suis chargée de conservation et de pédagogie. Donc je suis là depuis 2022, donc depuis juin 2022. J'ai commencé par une alternance de 1 an et puis maintenant je suis en CDD ici sur le parc. Alors les terres de Natae, c'est un petit peu ce qu'on espère maintenant des parcs animaliers et des parcs zoologiques en France et en Europe, c'est-à-dire c'est plus vraiment avoir des animaux pour le plaisir des visiteurs, c'est vraiment un but de conservation. On a la chance d'avoir des espèces ici qui sont en voie de disparition. Donc il faut que nos missions de tous les jours elles soient en accord aussi avec les menaces qu'ils ont dans la vie de tous les jours. Donc parmi les actions, ce qui est bien-être animal, tout ce qui va être reproduction, ce qui va être aussi en action avec les associations sur le terrain. Donc voilà, de faire en sorte que notre rayonnement et notre capacité à accueillir des personnes de toute l'Europe et de toute la France puisse être, et avec la pédagogie, connaissance de ce qui se passe dans le monde en termes de menaces et que le fait d'avoir ces espèces-là, ça sert aussi à pouvoir les protéger et faire en sorte qu'elles disparaissent plus du tout, voire moins vite dans le pire des cas. On fait des actions en dehors de parc. Alors nous, comme on reçoit beaucoup de visiteurs, on a aussi un cheptel financier qui est différent des associations qui ne sont pas forcément connues sur le terrain. Donc nous, avec ça, on fait une petite cagnotte sur l'année et on envoie des sous à des associations qui font des actions, par exemple en Afrique du Sud, à Madagascar, en Amérique du Sud, etc. Donc nous, on ne travaille pas vraiment avec eux, donc on est surtout un financier, donc on leur envoie l'argent pour qu'eux fassent des actions. Après, moi, dans mon travail, je fais aussi des aides, par exemple, sur des projets de recherche, notamment sur la mine du Manchot avec l'Afrique du Sud. Je les aide à faire des protocoles, par exemple la Béconservation qui s'occupe du binturong. Je vais leur aider aussi à faire un peu de la recherche scientifique que eux n'ont pas forcément le temps de faire sur le terrain. Et eux, après, l'appliquent sur le terrain pour la protection du binturong. Ça, c'est les missions qu'on fait actuellement. Après, comme le parc est assez jeune, c'est des missions qui viennent un petit peu au compte-gouttes. L'objectif, ça serait qu'elles se multiplient au fil des années. Mais pour un jeune parc, c'est ce qu'on fait actuellement sur le parc en termes associatifs à l'étranger.
Du coup, le Zoo de Conscorp, c'était un parc qui avait une belle rayonnance à l'échelle nationale il y a 50 ans de ça, et puis qui a été fait par un passionné. Mais au fil des années, il y a eu un petit déclin du parc et aussi les valeurs des personnes qui viennent visiter les parcs et les zoos qui ont changé. Et il a été repris en 2020 par les Terres de Nathalie, donc un projet tout nouveau qui reprend donc le domaine, qui reprend les terres, mais qui essaye de faire ça avec vraiment une vision conservation et une vision protection de l'espèce qui n'y avait pas forcément au temps du Zoo de Conscorp. Et donc nous on essaye de se mettre aussi dans ce que les gens attendent et de ce que la société attend. Et ce qui est important maintenant, c'est de vraiment protéger ces espèces et profiter de les avoir chez nous pour pouvoir faire tout ça dans le mieux possible pour le bien-être animal. Les valeurs du parc, ça va être essentiellement du bien-être animal. Donc on a des espèces ici qui sont en captivité avec tous les impacts négatifs que peuvent avoir la captivité. Donc c'est essayer de leur rendre la vie la plus facile possible et vraiment prendre en compte comment fonctionne l'espèce à l'état sauvage et essayer de ne pas les moduler vraiment à l'impact de l'homme, donc vraiment respecter cette nature qu'ils ont. Et de ça aussi, on fait partie de l'EASA, donc l'EASA qui est une grosse association qui gère tous les parcs animaliers et les zoos en Europe et qui nous confie ces espèces en fait aussi dans un but de reproduction. Le but de la reproduction, c'est d'avoir un cheptel d'espèces en bonne santé, donc en essayant d'éviter à tout prix la consanguinité, ce qui n'est pas forcément fait, on va dire, à l'époque. On avait vraiment des petits pour attirer le public. Maintenant, on essaye d'avoir de la reproduction dans le but de préservation de l'espèce. Et ces petits, de temps en temps, pour certaines espèces, notamment pour le pandarou ou pour l'ibichauve, il y a des programmes de réintroduction avec lesquels on peut donc réintroduire nos petits, nos naissances dans le milieu naturel. Et c'est ce qu'on aimerait bien faire vraiment d'ici 5 ans, c'est d'avoir exclusivement des naissances qui sont vraiment à profit de l'espèce et de la protection de l'espèce. Et ou pour la captivité parce que le milieu naturel n'est pour le moment pas capable de pouvoir les accueillir, ou pour de la réintroduction.